Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour un nouveau forum qui va se consacrer de nouveau à une réflexion sur la problématique de développement du continent noir. L'Afrique est-elle pauvre, sous-développée d'années ou un continent de toutes les richesses qui s'ignore? Nous allons le voir avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Coach Armand Patrick Pognon. Coach, bonjour. Bonjour. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Tout le plaisir pour moi. Vous êtes le président de la Fédération internationale des ambassadeurs de développement FIAD, président du coaching africain, directeur de société. Votre curriculum vitae est très vaste. On ne va pas tout voir, tout dévoiler aujourd'hui parce que nous aurons besoin du temps pour parler du développement de l'Afrique, mais aussi du 9e congrès de votre fédération, la FIAD, la Fédération internationale des ambassadeurs de développement, qui a lieu à Lomé au Togo. Avec nous également le pasteur Athanase Kadja. Pasteur, bonjour. Bonjour. Pasteur Athanase Kadja, vous êtes coach également. Oui. Béninois de nationalité ou africain? Africain de nationalité béninoise, d'origine béninoise. Merci, vous nous direz tout à l'heure si la Bible ne suffit pas pour le développement, pourquoi on doit y ajouter le coaching. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, la dernière que je vous présente, elle s'appelle Monique Lagadeza. Déjà, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir au Togo. Merci, tout le plaisir est pour moi. Vous êtes promotrice d'une organisation qu'on appelle Mama Africa Innovation, basée en France. En France. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous faites, mais pour commencer, pourquoi vous êtes-vous associé au coaching et à ce 9e congrès de la Fédération internationale des ambassadeurs de développement? Eh bien, le coaching est vraiment un booster, dans le sens qu'il révèle le génie qui est en chacun de nous, le génie africain que souvent on ignore, on minimise, mais le coaching révèle donc tout cela. Et il nous permet de faire des exploits et puis surtout de croire à notre continent, de croire à l'essor de ce berceau de l'humanité et aider l'économie. L'économie par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes qui ont des idées innovantes, aux enfants. Et voilà, donc c'est vraiment le coaching. Donc vous pensez qu'il y a un travail à faire sur le mental africain? Tout à fait. Pour réveiller le génie africain, c'est d'ailleurs le thème de votre congrès. Exactement, et si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment grâce au coaching. Est-ce que vous êtes enchanté ou déçu parce que vous avez vu à travers les 5-6 jours de congrès En fait, j'ai vraiment été dépassée dans les attentes, en bien, positivement, parce que... Ah bon? Ah oui. Déjà, l'accueil que j'ai reçu du peuple togolais et vraiment cette confiance aussi que notre président mondial, coach Patrick Armand Pognon, met en chacun de nous et nous aide vraiment à aller plus loin. Et puis, donc du coup, par rapport à notre organisation Mama Africa, ça va donner encore plus d'impulsion pour aller plus loin, pour donner de l'espoir à ces jeunes qu'on veut aider, à ces femmes qui ont du talent, ces hommes, ces femmes. Et puis montrer que nous sommes tous des Mama Africa, que ce soit homme, ce n'est pas une affaire de femmes seulement, que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes tous concernés. Merci. On reviendra à vous tout à l'heure. Pasteur Kadja, pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez dans cette histoire de coaching? Est-ce que la Bible ne suffit pas pour régler vos problèmes? Ok, merci beaucoup. Ce n'est pas que la Bible ne suffit pas, c'est que nous ne l'exploitons pas assez. Il y a tout dans la Bible. Il y a le coaching dans la Bible. Par exemple, la parole de Dieu dit que le faible dit « je suis fort ». Que le faible dit « je suis fort ». Ça veut dire quoi? Que le malade dit « je suis en bonne santé ». Que le pauvre dit « je suis riche ». Ainsi de suite. Donc, dans la même Bible, on dit « le royaume des cieux n'appartient qu'aux pauvres ». Non, les gens n'ont pas compris. Non, les gens n'ont pas compris. Ça, là, c'est une idée que les Blancs, les premiers missionnaires qui ont amené l'évangile, ont mis dans la tête de la vie. Ça, là, ça ne parle pas de pauvreté. Et c'est ici que, et une fois que je suis en train d'adorer Dieu, je dois être pauvre. Alors, comment tu adores un Dieu qui est le créateur de toutes tes richesses? Imaginez toi, mais tu es un parent riche, immensément riche, et toi tu es pauvre. Qu'est-ce que tu as fait à ton papa? Et il ne peut pas te donner une partie de la richesse. Non, c'est pas ça, c'est une malcompréhension de la parole de Dieu. Il y a bel et bien le coaching. Une valeur ajoutée en pratiquant le coaching, tout en étant pasteur. Oui, parce que le coaching est dans la Bible. Je vous donne encore un autre exemple. La Bible dit
Et c'est-à-dire, c'est-à-dire, la mort et le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous comprenez ça? La langue de la parole. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous confessons? C'est ça le problème. Donc, le coaching, il y a le coaching dans la Bible. Et Dieu même, c'est un coach. Alors, je me retourne vers le président. Finalement, le coaching devient une nouvelle église. Hein, Ah non. Non, si le coaching était une église, le pasteur ne serait pas dedans. Si le coaching était une église, les monseigneurs ne seraient pas dedans. Si le coaching était une église, les imams ne seraient pas dedans. C'est pas une église, c'est pas une religion, c'est pas une confession. Même dans nos textes, c'est dit que de façon irrévocable, on ne sera jamais une confession religieuse. Vous savez, la religion est un chemin pour aller à Dieu. Mais le coaching éclaire le chemin. C'est comme une lampe allumée sur le chemin de chaque religion. Donc c'est un outil que les C'est un outil. C'est un outil qui est dans la parole de Dieu, comme il a dit. Et la difficulté à comprendre la parole de Dieu, tant qu'on n'est pas coach, est énorme. Parce qu'on ne peut pas comprendre le coach qui est Dieu. Et ça, on ne le dit pas parce qu'on veut juste se vanter que Dieu est coach. Non. C'est pour dire que si vous lisez la parole de Dieu, elle est remplie de coaching. Elle a dit, et Monique a dit tout à l'heure, que la confiance que le président mondial fait en chacun de nous. Mais je n'ai pas appris ça ailleurs. C'est la confiance que Dieu fait en chacun de nous. Dieu nous fait confiance. Il n'est pas derrière nous en train de nous dire ce qu'il faut faire. Il nous fait confiance pour trouver nous-mêmes les chemins, les bons chemins. Est-ce qu'il faut faire confiance avant d'avoir vu les preuves, ou c'est à travers les preuves que vous faites confiance? Au fait, vous savez, quelqu'un est venu une fois, il dit, coach, je ne fais pas confiance à mon mari. J'ai dit, qui t'a dit de faire confiance à ton mari? Il faut faire confiance à Dieu qui ne peut pas te donner un mauvais mari. Maintenant, comme le pasteur l'a dit, si tu vois des bêtises, oui, et que tu confesses des bêtises, tu continueras pas à voir des bêtises, puisque la parole de Dieu dit que le faible dit je suis fort. Ça veut dire quoi? Tant que tu continues de dire je suis faible, tu seras faible. La plupart des hommes sont infidèles. Pourquoi? Simplement parce que les femmes répètent tout le temps que l'homme, là, il n'y a rien à faire. Quel que soit ce que tu vas faire, il va te tromper. Si vous répétez ça tout le temps, la parole de Dieu dit que la vie ou la mort sont au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que si tu confesses l'infidélité tout le temps de ton mari, tu es en train de le programmer pour être infidèle. Donc bref, c'est pour dire, la fiat ne sera, le coaching ne sera jamais une organisation religieuse, jamais. Parce que nous ne voulons pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Les autres ont leur domaine, il faut leur donner les outils. Et le coaching n'est même pas un domaine à part. Vous prenez le médecin doit intégrer le coaching dans sa médecine. Vous prenez comment on appelle, l'enseignant doit intégrer, le politicien doit intégrer le coaching dans son domaine. Un politicien qui ne se fait pas confiance, qui est tout le temps s'aligner derrière l'autre. Même dans les entreprises. Donc c'est partout. Nous avons besoin d'une révolution des mentalités. Et il n'y a pas de révolution des mentalités sans ce booster, ce dynamiseur de potentiel. C'est ça, c'est juste ça le coaching. Oui, on va reparler de votre congrès mondial à la fin de l'émission. Notre thème maintenant, le développement de l'Afrique. On parle souvent d'un continent sous-développé, de tiers-monde, d'un continent damné. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, quand on dit tiers-monde là, ça veut dire qu'il y a les uns, il y a les autres, et il y a les etc. Alors, comment ceux qui ont existé 200 000 ans avant les autres peuvent être les etc. 200 000 ans avant les autres. Comment ceux qui ont inventé l'écriture, l'école, la chirurgie, la médecine, les premières universités du monde peuvent être les etc. Non. La vraie question est de savoir comment ceux qui ont inventé tout cela se retrouvent aujourd'hui totalement dépourvus. Parce qu'il y a eu un lavage sévère du cerveau. Il a parlé par exemple des premiers pères missionnaires. Ils ont lavé. Le système éducatif a lavé. Mais Monique disait la dernière fois, elle dit, mais moi j'ai dû chercher pour connaître mon Afrique. Parce qu'on ne m'enseigne pas cette Afrique-là. On m'enseigne une Afrique qui est... Il n'y a même pas une brique en Afrique. Tout est ténèbres, tout est désert. Je devais recevoir une Française à Ouagadougou. Vous savez ce qu'elle m'a demandé? Si elle devait amener son propre sucre, est-ce qu'il y a sucre à Ouagadougou? Donc voilà, c'est l'image qu'on donne de l'Afrique. Or, je vous dis, il n'y a pas
une vie meilleure en Europe qu'en Afrique. Maintenant, les gens veulent se laisser tromper jusqu'à ils partent là-bas. Et c'est arrivé là-bas maintenant que la galère, la souffrance les amène. Et comme ils ont fait la bouche avant de partir, ils ne peuvent pas revenir. Oui, mais de quelle Afrique parlez-vous? Potentiellement ou réellement? Réellement. Monica était surprise de voir l'aéroport de Lomé. Elle était surprise de voir les routes sur lesquelles elle circule. Elle était surprise de ce qu'elle mange. Il faut venir de là-bas pour comprendre. C'est-à-dire que quand on est ici, là, on pense que là-bas est mieux. Mais quand on vient de là-bas, on sait reconnaître. Vous savez, quand on parle d'alimentation même, regardez les Français, ils sont limités. Ils n'ont pas beaucoup de repas. Au Togo, là, on a un empilé, on a pâte noire, on a pâte blanche, on a pâte fermentée, il y a plein de variétés. Oui, mais toutes ces choses existent potentiellement, mais dans la réalité, est-ce que l'Africain varie les aliments? Est-ce qu'il les trouve? On voit des affamés tous les jours, ce ne sont pas des contes de fait. Non. Vous savez, oui. Le président Nicéphore Soglo est allé sur une émission et on a passé famine au Niger. Oui, Nicéphore Soglo, l'ancien président béninois. Et il a pris la parole. Il dit, moi je suis un administrateur de la Banque mondiale. J'ai géré au moins 40 pays. J'ai été au Venezuela, j'ai été au Pérou, j'ai été au Japon. Il y a des gens à New York qui ne dorment pas chez eux, ils n'ont pas de maison. La France vient de faire inondation. Il suffit qu'il y ait inondation à Lomé, on trouve que c'est catastrophe, rien ne va. La France vient de faire inondation pendant plusieurs jours. Il faut qu'on cesse de voir le mauvais côté de l'Afrique. Parce que comme il a dit, tant que nous voyons et confessons le mauvais côté, nous continuons pas à ancrer et cultiver le mauvais côté. Mais si le mauvais côté est gros comme le nez au visage, comment ne pas le voir? Montrez-le-moi. Les problèmes de santé, quand... Les problèmes de santé, on dit de dire je suis la santé. On dit de dire, voilà le problème. Le gouvernement dépense des milliards pour construire les centres de santé, alors que nous travaillons à ce qu'il n'y ait personne de malade. On n'est pas en train de financer le bon sens. Vous savez, nous venons de faire le congrès, des médecins, ophtalmologues, pédiatres sont dans la salle. C'est comment faire en sorte qu'au sortir de là, ils puissent proposer une santé sûre aux gens. Au lieu de proposer, on va tenter de la médecine. C'est de ça il s'agit. Il est important que nous comprenions. Tant que nous voyons le mauvais côté de nos dirigeants, le mauvais côté de ceci, Sarkozy, il n'y a pas un chef d'État africain qui est plus corrompu que Sarkozy. Mais on est là en train de trouver toujours que c'est chez nous qu'il y a corruption plus que chez les autres. Donc c'est pour dire, il est important, il est essentiel que les gens comprennent. Tant que nous voyons le bon côté, en tout cas moi, particulièrement Poyon, j'ai énormément de possibilités pour vivre aisé en Europe et aux États-Unis, mais je ne partirai pas là-bas. Je ne vais pas rester là-bas parce que l'Afrique c'est doux. Je suis venu ici maintenant, j'ai pris aucun papier. Tous mes papiers sont à l'hôtel. Mais je circule. Vous ne pratiquez pas la politique de l'autruche. Vous voyez les difficultés? De qui? De qui? Les difficultés de l'Afrique, du continent africain. Qui? Citez-moi les difficultés concrètement. On dit que quelqu'un n'a pas l'argent. Problème de chômage, les jeunes sont très nombreux. Les jeunes refusent d'apprendre à réussir leur vie. Moi, je vais te faire... La dernière fois que je suis venu ici, j'ai dit sur ce plateau que j'ai fait un séminaire sur le décollage et qu'il fallait payer 10 000 et que le dernier jour sera gratuit. Non, pas eu d'effet. Les gens ne sont pas venus. Le jeune veut rester assis et trouver l'or. Oh, Dieu même dit, paresseux, sois couché là, la pauvreté viendra te frapper. Il faut pousser les jeunes à se prendre en charge. Personne ne peut faire séminaire sur l'entrepreneuriat une fois, deux fois, trois fois et rester au chômage. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut que les gens comprennent. Vous savez, quand vous prenez le cas du Togo, demain, je vais faire un séminaire gratuit avant de partir sur le décollage. Mais vous allez voir, il faut payer la salle. Il faut faire gratuit. Il faut encore faire beaucoup de publicité avant de les convaincre de venir. Maintenant, il vient une fois. On lui dit, viens tel jour pour renforcer tes capacités. Et il dit, mon pasteur a dit, mon prêtre a dit, mon imam a dit. Ça fait son problème. Mais comment vous expliquez alors cet état d'esprit qui ne pousse pas les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat, au développement? Ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Comment vous l'expliquez? C'est le système éducatif. C'est le système éducatif. Et beaucoup ne savent pas l'histoire du système éducatif que nous avons. Lorsque nous avons eu l'indépendance, il y a eu des accords secrets. L'un des accords secrets, c'est que vous allez enseigner à vos enfants ce qu'on va vous dire de leur enseigner. Et donc, on est rentré dans l'école de Jules Ferry.
Jusqu'en l'an 1200, les parents de Jules Ferry n'ont pas été à l'école. Moi, mes parents, 17 000 ans avant Jésus-Christ, allaient à l'université. Et c'est Jules Ferry qui a commencé l'université 18 000 ans après les miens, qui va venir m'apprendre le système éducatif qu'on va mettre en place. Voilà les réalités. Mais la force de Patrick Aman-Poyon, c'est que nous ne restons pas dans le constat. Après le constat, on met en place le processus. C'est pourquoi nous sommes en train de lancer à la rentrée prochaine des écoles qui vont faire ce qu'ils ont dit afin de se conformer à leur règlement, mais qui à côté vont travailler en même temps le dynamisme, la dynamique mentale et autres des apprenants. Donc déjà le système éducatif. Ensuite, beaucoup de pasteurs et d'hommes de Dieu sont en train de comprendre le piège. Il y a un livre que les prêtres africains ont sorti, les prêtres noirs s'interrogent, dans lesquels ils ont dénoncé les pratiques qui sont dans l'église catholique et qui sont contraires au développement. Comment tu vas répéter tout le temps que tu es pauvre pécheur et réussi? Tu es à la fois pauvre, tu es à la fois pécheur. On dit dans notre culture que la pâte ne peut pas avoir deux problèmes. Et toi, tu as deux problèmes ensemble. Il y a problème. Donc, les amis, c'est au niveau du mental. Et quiconque saisit l'opportunité du mental va réussir sa vie. Madame Monique Deza, est-ce que vous avez cette image de l'Afrique aussi, un continent accablé, un continent qui a tous les problèmes de l'autre côté? C'est comme ça qu'on vous fait percevoir le continent noir? Malheureusement, c'est comme ça qu'on nous le fait percevoir. Et du coup, ça fait des complexes. On ne se sent pas à la hauteur. On pense que vaut mieux être blanc pour réussir. Faut pas, voilà. Moi, j'avais ce complexe-là, personnellement. Et ça m'a beaucoup entravé dans mes projets de vie professionnelle et tout ça. Mais en fait, c'est en découvrant, par mes recherches, en découvrant le génie africain, qu'il y avait des savants en Afrique. J'étais vraiment étonnée de savoir qu'il y avait des inventeurs noirs. Ceux qui ont, par exemple, créé l'ascenseur, le feu rouge. Quand je pose la question à mes amis en France, vous saviez que c'était un noir qui avait inventé le feu rouge ou l'ascenseur? Ah non, ils ne savent pas. Et c'est vrai que le fait de savoir que nos ancêtres ou nos parents ont ce génie, du coup on se dit, mais on fait partie de ce continent. Donc nous aussi on a ce génie. Et il a fallu en fait que je passe par des épreuves très très difficiles pour me remettre en question. Et en fait, de fil en aiguille, bien, j'ai découvert le coaching. Et c'est ça vraiment qui a été une vraie révélation, dans le sens que ce sont des choses qui sont à côté de nous, mais on ne nous les laisse pas voir. Et si on ne fait pas la démarche nous-mêmes d'aller chercher ces informations, ben, on reste avec l'idée que l'Européen veut donner de l'Afrique. Oui, mais est-ce qu'on peut inverser encore la tendance? Qu'il y a possibilité de changer les choses? Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'organisation Mama Africa, son but, c'est... déjà, son slogan, c'est « Ton idée, mon idée, nos idées font la force de Mama Africa ». C'est-à-dire, nous avons tous des idées et nous avons besoin de cette confiance en nous pour vraiment la mettre, ces idées en œuvre. Et puis ensemble, l'union fait la force. Ensemble, on peut justement bien... avoir le courage de monter une entreprise, d'être... par exemple, moi, de mon côté, avant de faire Mama Africa, j'étais auto-entrepreneur. J'ai réussi à être auto-entrepreneur dans l'enseignement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai donné des cours de français, d'anglais, de façon innovante. J'aime bien enseigner de façon vraiment différente. Et j'ai trouvé vraiment dans le coaching quelque chose qui m'a permis, avec Mama Africa, d'associer cela. Et par exemple, là, notre organisation va organiser en octobre prochain pour les jeunes un salon panafricain itinérant des jeunes entrepreneurs innovants en octobre. Et en fait, ce salon, il aura pour but de susciter la confiance dans ces jeunes-là, de leur potentiel, leur capacité, et puis ainsi être des acteurs du développement du pays, déjà en étant dans la diaspora, mais aussi en permettant, avec des partenariats Europe-Afrique, vraiment de faire cette passerelle et puis de voir que leurs homologues en Afrique ont autant de capacités qu'eux, sinon plus. J'ai vraiment été étonnée de voir lors de ce congrès de la formation, de voir tous ces jeunes ingénieurs, ces jeunes diplômés. Par exemple, là, tout à l'heure, je vais aller avec un jeune ingénieur agronome, aller visiter un village qui est dans la préfecture de Dany, sur les montagnes, au canton de Kapka.
Et pour développer un projet. Voilà, pour développer un projet d'infrastructure, parce que c'est sûr que l'Afrique, il faut le reconnaître, on manque de moyens. Donc il y a des problèmes d'eau, d'électricité, toutes ces choses-là. Et ce jeune, vraiment, ce qui m'a touché, c'est que il est conscient. Il va pas rester dans le négatif en disant « Ah, mon pays est pauvre, j'allais en Europe là pour développer ». Non, sur place déjà, il a créé une organisation humanitaire. Il a vraiment été enchanté de ce projet, on y va ensemble. Et ce qui est génial aussi dans ce village, c'est qu'ils ont des ressources. Café, cacao. Des ressources qu'ils peuvent mettre à profit, qu'on va les aider à mettre à profit. Par exemple, on va faire des partenariats avec la France, voir des confiseurs, parce qu'en France, on aime beaucoup le chocolat. Il y a des chocolatiers, ça se vend très très cher, les chocolats de Léonidas, etc. Les gens aiment beaucoup le café. Tout ça, on les a. Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce partenariat d'échange d'idées pour que, sur place, ils arrivent à transformer, à innover et apporter un plus. D'accord. Pasteur Kadja, le coach parlait tout à l'heure de l'école comme un des instruments d'asservissement ou de servitude volontaire de l'Afrique. Est-ce que, franchement, l'Église ne fait pas partie de ces instruments qui ont contribué à plonger l'Afrique sous domination? Sous domination de quoi? À plonger l'Afrique dans la servitude volontaire. Bon, c'est relatif. Sinon, bon, effectivement, tel que les premiers missionnaires ont présenté l'évangile, il y a problème. Mais quand même, ça a aidé, parce que quand il n'y a pas, l'autre ne va pas apparaître. Quand vous voyez d'insuffisance à un niveau donné, il faut maintenant corriger. D'où l'émergence des églises évangéliques. Jusqu'alors, rien n'a été corrigé. Nous sommes non. dans la droite ligne de ce que les missionnaires dont vous parlez ont prêché en Afrique. Non, beaucoup de choses sont... Le langage n'a pas changé. Non, le langage, il ne faut pas dire ça. Beaucoup de choses ont changé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui. Justement, est-ce que ce n'est pas ça le problème à tous les coins de rue? On voit des églises, on crie, on saute tous les jours, mais les difficultés sont là, elles nous regardent chaque jour. Oui, ça interpelle les responsables de ces églises-là. Parce que, quel est l'objectif de l'église? Il faut comprendre. Parce que c'est l'homme qui est au centre de tout. Dieu se préoccupe du bien-être de l'homme, son âme, son esprit, son corps. Et donc, par rapport à ça, l'Église doit prendre entièrement en compte ça. C'est pour ça que je dis que les enseignements théologiques seuls ne suffisent pas. Il faut que les pasteurs maintenant se fassent former. Et l'un des outils, c'est le coaching, qui va nous permettre de montrer aux membres que leur réussite est dans leurs mains. Ils ne vont pas attendre quelqu'un. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner de l'avenir, de l'espérance. Jésus même a dit sur la croix, tout est accompli. Ton bien-être, ta guérison et ton bonheur, tout est accompli. Donc il faut montrer maintenant aux membres que ce n'est pas rester là, prier du jour au lendemain, prier, gêner. Non, c'est pas ça. Quand vous rentrez dans la Bible, on nous a montré l'histoire de Goliath et de David. David a tué Goliath, pas seulement en ayant confiance en Dieu seulement. Il avait quelque chose en main. Il avait sa lance et sa fronde. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont en main? Il faut travailler. C'est le travail. Mais qu'est-ce qui... Et leur montrer qu'ils sont capables de... Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Il faut croire qu'en étant chrétien, tu peux réussir. Et tu te lèves, tu t'engages. Et pourquoi c'est le pasteur généralement seul qui réussit? Parce que quand vous les voyez de l'extérieur, ils sont luisants, ils ont les moyens, les dernières générations de téléphones, ils roulent dans de belles voitures, parfois bien accompagnés, et alors que, au fond, les fidèles croupissent dans la misère. Qu'est-ce qui fait ce contraste entre le berger et les brebis? Non, c'est-à-dire, quand un membre croupit dans la misère, là, c'est lui-même sa faute. Vous comprenez? C'est lui-même sa faute. Est-ce que l'Église est devenue un moyen d'enrichissement des pasteurs, beaucoup plus, un moyen d'amener? Non, c'est ce que nous pensons. Vous voyez, moi qui suis ici, oui. Je suis pasteur. Dans mon pays, je coordonne environ 80 églises, 5000 membres. Vous comprenez?
J'ai une ferme et les membres travaillent dedans et je les paie salaire. Moi aussi, j'ai ma part. Cette année, j'ai créé 3 entreprises. Et c'est les membres qui travaillent dedans. Et ils trouvent leur compte, je trouve mon compte. Mais les autres ne font pas ça. Oh, c'est ça, c'est pour cela que j'ai dit, si moi je ne suis pas venu au coaching, je ne peux pas comprendre ça. Que l'église même, c'est un marché, c'est une opportunité. L'église même, les gens mangent tous les jours. L'église même, c'est une opportunité. Et que les pasteurs aujourd'hui doivent comprendre ça. Ce n'est pas leur bien-être seul. Ça dit, quand tes membres sont bénis, tu es béni. Vous comprenez? Quand tu aides un membre là, et tu le suis, et tu lui donnes des conseils, fais ceci, fais ceci. Quand il va réussir, il va t'oublier. Il ne va pas t'oublier. Il réussit, toi aussi tu réussis. Donc c'est pour ça que vous allez voir des pasteurs milliardaires aujourd'hui, c'est pas ils ramassent l'argent des membres, non. Ils ont travaillé, les membres ont réussi et ils sont reconnaissants, ils donnent aux pasteurs, c'est comme ça. Donc il faut revoir la manière de tous ceux qui créent l'église. Quel est l'objectif? Il faut passer à ça. C'est pas parce que tu as échoué ici, je vais rassembler les gens au bord de la rue quelque part et maintenant je vais avoir les 10 000 francs. C'est pas ça l'église, c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. Tu es là pour servir. Le bien-être des gens t'intéresse. La condition dans laquelle se trouve, tu n'es pas content. C'est pour ça que pourquoi moi je me gêne, je me forme. Demandez au coach, il fait n'importe quelle formation, je me forme. C'est pas ce qu'aujourd'hui, moi là, je peux manger, tout ça là, j'en ai, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi je me bats? Je me bats pour que les membres aussi puissent sortir de la galère. On ne peut pas servir un Dieu riche et être pauvre. C'est pas normal. C'est pas normal. Toi-même, est-ce que c'est normal que tu es un parent riche qui a tout et toi tu es dans la... Qu'est-ce que tu lui as fait? Et te laisse dans la misère, dans la pauvreté? Non, c'est que tu dois... Dieu, semble-t-il, ne s'intéresse pas au matériel. Parce que Jésus n'a pas multiplié de pain, poisson aux gens pour donner à manger aux gens. Jésus lui-même n'a pas mangé. Non, il ne faut pas... L'évangile, c'est pas... Je vous ai dit que l'évangile s'occupe de l'homme entièrement. Et c'est pour ça que Jésus m'a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu. Donc, il doit vivre du pain. Quand tu dis que tu es Dieu, tout puissant, et tu es pauvre, qui va venir servir ton Dieu? Qui va venir servir ton Dieu? Justement, quand on doit comprendre la richesse ou la pauvreté sous l'angle du matérialisme, est-ce que ça ne pose pas un problème? Non, c'est-à-dire quand tu rentres dans la Bible, c'est-à-dire, par exemple, quand tu vas dans le livre de choses là, Jean, 3 Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc quand tu es vraiment enfant de Dieu, et Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc le problème de Dieu, connaît Dieu là d'abord et le reste va venir. Les gens vont à l'église mais ils ne connaissent pas Dieu réellement. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc quand tu dis que tu es vraiment chrétien, tu es né de nouveau, tu es sanctifié, tu es mené une vie, puis la Bible dit quand on voit ta vie physique aussi, là, ça doit au fur et à mesure que tu évolues spirituellement, tu évolues matériellement, socialement aussi. Maintenant, comment tu dis que tu évolues spirituellement, tout ça là, et physiquement, ça ne va pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Maintenant, Dieu, David dira dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce qu'il me conduit vers de verts pâturages. Ça veut dire que quand tu es en connexion avec Dieu, là, il va te diriger vers ce que tu vas faire, quel travail tu vas faire pour être heureux. Donc il y a tout dans la Bible. C'est les deux. Tu crois spirituellement, tu crois socialement, matériellement aussi. Vous parlez du système éducatif qui connaît une crise. Au niveau des églises aussi, il faut des réformes. Il faut changer les mentalités, vous avez le mot réforme là. Si vous sortez ça au Bénin, désormais on va privatiser les églises. C'est-à-dire que réforme au Bénin, c'est privatisation de la chose. Donc on a déjà envoyé redressement fiscal à l'église Notre-Dame. On ne sait pas où on va avec ça. Donc bref, c'est pour dire qu'on laisse réforme tranquille. Il faut former. Il faut former les hommes de Dieu. Laissons réforme. Le pasteur Kadia n'a pas fait réforme dans son église, mais il se forme pour former les brebis. Et il n'est pas le principal responsable au plan mondial de l'église. Il a pris sa responsabilité lui. Donc si chacun peut prendre sa responsabilité, ça va produire ça. C'est vrai que les gens tassent les pasteurs d'être riches et tout ça, et ne donnent pas aux autres. Il est démontré que le pasteur le plus riche en Afrique aujourd'hui, c'est David Oyedepo. Mais David Oyedepo, un seul dimanche, a fait quête dans son église, a acheté avion avec ça. Ça veut dire que les membres de l'église aussi ne sont pas pauvres.
Maintenant, si dans son église, il y a des pauvres, ils doivent aller au village, laver la tête. Parce qu'ils ont un problème, eux. Ça veut dire que si je suis quelque part et tout le monde est en train de devenir riche et que moi, je ne deviens pas riche, je dois me poser des questions. Vous voyez une organisation comme la Jeune Chambre, que les gens n'aiment pas souvent dire que c'est ceci et tout ça. Dans la Jeune Chambre, lorsque tu viens comme étudiant ou comme fonctionnaire, afin d'entendre chacun parler d'entreprise, entreprise, sans le savoir, ton inconscient prend et toi-même tu crées ton entreprise. Donc vous voyez, c'est très important que les gens comprennent qu'il faut côtoyer des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont des initiatives, et c'est ça qui va te contaminer et tu pourras le faire. Donc, réformer l'église, on n'a pas besoin de réformer, on a besoin de former. Donc à vous entendre, je me dis, toutes ces politiques de développement fabriquées dans des officines des Nations Unies, exportées vers l'Afrique, objectifs de développement durable, objectifs du millénaire pour le développement, j'ai l'impression que ces objectifs sont loin de ce qu'il faut pour faire... Non, allez déjà passer 2 heures avec ceux qui élaborent ça. Et même tous les problèmes du monde. C'est-à-dire qu'ils ont un gros salaire, mais vous allez voir que le plombier arrive, il dit vous travaillez dans une grosse maison. Il dit le prix de robinet est de 50 000. Donc eux-mêmes ils ont des problèmes pour gérer ce qu'ils gagnent. C'est des gens qui ont des problèmes pour gérer leur famille. Et c'est ceux-là qui vont dire comment laissons ça. Le Togo que les gens n'aiment pas que je dise ce qui est bon au Togo là. Le Togo est en train de créer des mécanismes différents pour développer le pays, pour développer les personnes, pour développer ceci. C'est vrai, il y a des choses à corriger dedans, mais au moins, ils sont en train de revoir. Hein? Ils ont eu le courage de reconnaître les limites des programmes qu'on amène au niveau des Nations Unies et autres. Les limites. Vous savez, écoutez, les Nations Unies même, c'est quoi? C'est un gros machin. C'est quelqu'un qui a appelé ça un gros machin. Et c'est un gros machin là-bas qui a tellement de pouvoir, hein, qui se neutralise lui-même, parce que pour des résolutions, quelqu'un dépose son veto et puis on est en train de tuer, on ne peut rien faire. Laissons ça. Concrètement, il y a des programmes structurants qu'on peut mettre en place qui ne coûtent rien. Qui coûtent rien. Le président béninois a dit qu'il a dépensé 200 milliards l'année passée pour du social. Je l'ai mis au défi de mettre 1 milliard à la disposition d'un programme structurant. On n'aura plus de chômage à la fin de son mandat. 1 milliard. 1 milliard. Le problème c'est quoi? Regardez. Non, les amis. Réformer, on laisse réformer d'abord. On forme les gens. C'est l'être humain. S'il faut réformer, c'est l'être lui-même qu'il faut réformer. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège dans ce que vous appelez formation? Parce que quand on parle de coaching, c'est devenu un autre business. Hein, on entend parler de coach à gauche, à droite. Est-ce qu'il n'y a pas de l'arnaque forcément quelque part? Le vrai coaching est en train de chasser le mauvais. Le vrai coaching est en train de chasser le mauvais. Est-ce que c'est possible? Parce que oui, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un... C'est le bon qui crée le mauvais. Non, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, tu parles avec lui et rien ne bouge dans sa vie, il va te dire tu n'es pas coach, fous le camp. Quand on écoute coaching 30 secondes, vous voyez tous les pasteurs qui vont suivre cette émission-là, quelque chose va changer dans leur vie. Parce qu'ils voient un des leurs en train de présenter dans un discours de la maison des choses qui leur amène à percevoir les choses autrement. Voilà le coaching. Les Africains de l'Europe, de France et autres, quand ils vont écouter Monica, en train de dire, j'étais en Afrique, j'étais très heureux d'être en Afrique, ça leur donne envie d'être en Afrique. Voilà le coaching. Je vais vous donner un exemple. Au Burkina, on a constaté que dans un village donné, les élèves filles ne dépassent jamais CF2. Alors ils ont fait plein de programmes, Banque mondiale, tout ça là, rien n'a changé. On nous a contactés. Nous leur avons dit, il faut commencer par aller dans ce village avec des femmes qui ont réussi. Que la femme vienne garer sa voiture elle-même. Que la femme dise je suis député. Que la femme dise je suis DG. Ils vont voir qu'on peut aller à l'école et réussir. Mais c'est comme ça que ce village est devenu le premier en termes de nombre de filles qui réussissent à l'examen au Burkina. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, le seul modèle de réussite qu'eux ils ont, c'est la fille qui allait faire bonne en ville et qui est revenue avec vélo. Parce qu'ils ont constaté que les filles qui vont à l'école, soit le maître va les grossir, soit l'enseignant va les grossir. C'est ce témoin-là actuellement qu'ils avaient. Mais ils ont commencé par voir des femmes qui étaient à l'école et qui ont réussi. Voilà comment on influe les changements.
Voilà comment on influe les changements. Mais tant qu'on va rester là avec un programme de formation en entrepreneuriat qui consiste à élaborer un business plan, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de financement, je crois que nous sommes en train de passer à côté encore une fois. Oui, Monique, déjà, le coach a insisté beaucoup plus sur la formation, la nécessité de changer les mentalités à travers la formation. Alors, comment peut se structurer ce besoin de formation? Comment ça va se faire? Vous avez votre structure, votre organisation fait un peu dans la formation, mais pour atteindre le plus grand nombre d'Africains, comment on peut travailler sur ce volet formation? C'était une très bonne question. Déjà, on a prévu des programmes dans Africa Innovation, des ateliers de coaching aussi, d'automisation. Nous avons dans notre sein un coach aussi qui est là. On a prévu des mentorings d'excellence, des conférences, des plateformes, des actions humaines, des jumelages aussi entre l'Afrique et le monde. En fait, on a prévu de former déjà ce que moi j'ai appris à la FIAD, la Fédération internationale des ambassadeurs de développement. J'ai envie de le propager, de vraiment donner cette impulsion que j'ai eue. Et je l'ai commencé déjà quand j'ai commencé le coaching. J'ai eu l'occasion de coacher des amis qui sont dans notre organisation. Et ça l'a vraiment... Il y en a une qui m'a dit non, deux. Elle m'appelle coach maintenant. Mais est-ce que ce n'est pas marginal? Comment arriver à atteindre un grand nombre? Parce que c'est ça le défi aussi. Hein. L'Afrique, de plus en plus, la population devient importante. Oui, tout à fait. Mais déjà, il faut rester positif. Ouais. Il faut rester positif. On sait que l'Africain est quelqu'un de chaleureux. On a des amis. Et quand ces amis voient qu'on a changé, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé comme ça? Et du coup, de fil en aiguille, on en parle. Et il y a la confiance qui va s'installer. Là, par exemple, au mois de mai, notre président mondial, donc Patrick Armand-Pognon, va ouvrir un centre de coaching africain à Paris. Je l'attends avec impatience parce que c'est vraiment ce que nous avons besoin en France. L'Africain de France a vraiment besoin de ce coaching, ce déménagement mental qui va lui donner cette impulsion, ce positisme, ce challenge de voir que lui aussi peut faire quelque chose, elle aussi peut faire quelque chose. Au niveau même des enfants, j'ai hâte aussi de mettre en place, comme il le fait ici en Afrique, tous les samedis, par exemple, cette formation pour les adolescents, les enfants. Parce que j'ai commencé un petit peu, avec le peu que j'ai en coaching, là, j'ai commencé un petit peu, par exemple, à faire écouter aux enfants des cantines africaines. Au lieu de leur chanter Frère Jacques ou Au clair de la lune. Voilà. J'étais vraiment super, vraiment très, très, très agréablement surprise de voir que sur YouTube, on peut trouver des cantines africaines où on donne cette culture à nos enfants sans complexe. Il y a des contes africains aussi, et mes enfants aiment regarder ça. Ouais. Pasteur Athanase et Kadja, alors comment faire pour que la bonne nouvelle, si on peut l'appeler ici, puisse atteindre beaucoup d'Africains et changer les choses? Oui, c'est comme mon coach l'a dit, c'est la formation. Même nos universités. Comment quelqu'un, toi, mais regarde, il a fait 7 ans au collège, il a eu le bac, il est rentré à l'université, il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il sort, il dit qu'il ne peut rien faire. Est-ce que c'est normal? Pendant que peut-être quand lui est rentré en seconde, quelqu'un rentre en apprentissage, maçonnerie, menuiserie, 3 ans, quand lui il est en train d'avoir le bac, l'autre mange déjà. Ça veut dire que même aujourd'hui, on doit revoir la voie. Il y a trop d'enseignements, les enseignements, les collèges. Il faut construire maintenant beaucoup de lycées. On en a trop construit beaucoup de lycées. Et maintenant, le gouvernement doit... C'est pas vous qui allez construire, c'est le gouvernement. Est-ce que... C'est ça, oui, on est en train de dire... Non, on est en train de le dire. Le gouvernement... Les gouvernants aussi sont en train de prendre conscience maintenant. Il faut que l'enseignement qu'on donne à nos jeunes là, c'est pas moi en 1990 quand je me suis inscrit à l'université, je voyais ce qui se passe. Moi j'ai quitté. Ça c'est pas la voie pour réussir.
Non, 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 ça c'est aller perdre son temps. On a des enfants qui sont à la maison, ils ont master, ils ont ceci, ceci. Et qu'est-ce qu'ils sont allés apprendre durant toutes ces années? Et lui-même, ce qu'il a appris, il ne peut pas maintenant réfléchir pour mettre ça là au service de l'homme, parce que c'est l'homme qui est au centre de tout ce que nous faisons. Maintenant, ça veut dire que nos gouvernants doivent revoir les choses, ou bien même revoir l'enseignement, ou bien mettre sur pied des structures où, quand les enfants, les jeunes là vont avoir leur licence, leur matrice, qu'on les coach, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines de formation, pour vraiment qu'on les coache et que ils se réveillent, maintenant se rendent compte que je peux me lever, c'est ça. Si on ne le fait pas, ils seront toujours là, on sera en train de se plaindre. En entendant le gouvernement, le coach disait tantôt que l'Église, d'ailleurs vous-même, il me semble que c'est vous qui l'avez dit, l'Église est devenue une force redoutable. Est-ce que vous ne pouvez pas vous organiser? Et les 2 heures, 3 heures qu'on passe parfois, j'ai l'impression que toutes les minutes ne sont pas utiles. Est-ce qu'on ne peut pas prendre certaines de ces minutes pour faire ces genres de formation? Oui. De façon plus formelle. Oui, les autorités doivent prendre comme ça. Moi, dans mon église, on a un programme de formation des jeunes. Et c'est le coaching. Demandez, c'est le coaching. On rassemble les jeunes. Il y a des soins, on fait par mois. Nous avons donné le nom de ça, rallye. Mais c'est un genre de coaching qu'on utilise pour les réveiller, les faire connecter en eux. Mais parce qu'il y a tout potentiel là en eux qui dorment. Maintenant, il faut que... C'est pour ça qu'il dit que le coaching, en principe, tu écoutes un coach là, un véritable coach là, tu l'écoutes, demain tu vas te lever pour faire quelque chose. Et coach, Patrick Amomponu, est-ce que les médias africains ne peuvent pas être mis à contribution? Beaucoup de télévision aujourd'hui en Afrique, mais on a l'impression que cette télévision, c'est de la musique, c'est des films, c'est de la musique d'autres personnes, de la musique d'autres personnes. Ou c'est distillation de la haine de l'autre. C'est-à-dire qu'on suit des émissions, c'est comme si on doit prendre tous les Français et les tuer. Qu'est-ce que les Français ont à voir avec des Africains qui ont trahi l'Afrique? Aucun Français ne peut débarquer du bateau pour venir prendre un esclave. Il ne peut pas. Il n'a pas cette capacité de rentrer en Afrique et d'aller chercher. Mais c'est des Africains qui attrapent, qui remettent, qui prennent de l'argent et tout. Je vais vous donner une petite histoire. Ouais. Lorsque le roi Béhanzé a été arrêté, pourquoi on l'a amené à Blida, je crois? Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés en Antilles, les esclaves ont dit très bien, il faut l'amener ici, on va le terminer. Alors ils ont quitté Antilles, ils sont allés en Martinique, même chose. Alors pour le protéger contre les esclaves qu'il a vendus et qui veulent le tuer, on a dû l'amener à Blida. Donc il faut que nous nous regardons en face. Donc bref. Donc le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Les Africains. Il faut soigner les Africains, laisser les autres tranquilles. Les autres ont trop de problèmes. S'ils n'ont pas de problème, comme le Monique l'a dit, ils viennent chercher quoi en Afrique? S'ils sont aussi à l'aise et riches, comme ils le disent là, ils viennent chercher quoi en Afrique? Oui, mais l'autre a dit rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires des autres, c'est abdiquer. Donc se mêler aux affaires des autres, venir voler, piller le sol des autres, en complicité avec les autres. Voilà, le président béninois est allé en audience en France et il est venu, il dit qu'il a réussi. Il a décroché 153 milliards. Mais il n'a pas dit aux gens qu'il a donné un marché de 700 milliards. Il n'a pas dit aux autres qu'aucune entreprise immobilière du Bénin n'a gagné un marché de plus de 500 millions depuis qu'il est au pouvoir. C'est de ça il s'agit. Il faut que nous comprenions, tant que nous, chaque Africain, vous savez, il y a quelque chose de petit qu'on appelle intérêt national. C'est ça qui a créé tous les problèmes. Il n'y a pas d'intérêt national si les intérêts des individus ne convergent pas vers ça. Donc ce qu'il faut travailler d'abord, c'est l'intérêt de chaque Africain. Maintenant, à un moment donné, les intérêts individuels vont converger vers l'intérêt national. Ça ne commence pas par le haut, ça commence par le bas. Donc c'est pour dire, les télévisions africaines doivent se déprogrammer de ces programmes qu'ils ont copiés chez les chaînes internationales. Et je vais vous donner un exemple très simple. Et je sais que ça va vous interpeller puisque vous y travaillez. Vous savez combien Canal Plus gagne en Afrique par an? 330 et quelques milliards. Les bouquets là, 330 et quelques milliards. À quand le bouquet africain? Oui, ben le bouquet africain vient bientôt. Hein. À quand le bouquet africain? 330 quelques milliards par an qu'ils ramassent dans les 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, 5 000, 10 000 là. Et nous on est là, France, foutez le gars, France, foutez. Et puis le gars insulte la France à 9h.
Il fait le débat France-Afrique à 9h. À 10h, il est dans une station Total en train de prendre du carburant. Vous avez tout au moins le bouquet New World aujourd'hui, avec 8 chaînes de télévision, une première en Afrique. Hein. Oui, 8 chaînes. Il faut intégrer les autres. Oui, mais les autres sont intégrés. Ce sera un autre volet, on en parlera. Oui, il faut intégrer les autres. Parce que vous savez, quand on va dans les hôtels aujourd'hui, là, on n'arrive même pas à suivre les chaînes du pays. Oui. Ouais. La plupart des hôtels te donnent 3 chaînes internationales et feuilleton. Ça, là, il y a feuilleton dans tous les chambres d'hôtel. Donc, bref, c'est pour dire il faut que nous nous prenons au sérieux et que nous quittons le diagnostic, l'émotion, l'agressivité et que nous soyons dans la stratégie et dans l'action. Coach Pognon, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Avec vous, on ne voit jamais le temps passer. Une dernière question sur votre 9e congrès de la FIAD, la Fédération internationale des ambassadeurs de développement, qui prend fin aujourd'hui. Est-ce que, très rapidement, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait à l'ONU? Ah oui, nous sommes totalement satisfaits. Tous les objectifs sont atteints. Premier objectif, les parrains. Ils sont arrivés, en tout cas, le secrétaire général du CAMES était là, il était passé sur ce plateau, il a donné le maximum. Monique est là, elle a donné le maximum. Requête est venue dynamiser la salle. Vous savez, quand vous prenez même le nouveau bureau, comité directeur mondial des ambassadeurs de développement, vous allez sentir l'impact de sa communication dedans. Il y a 7 femmes sur 13. C'est-à-dire, nous avons fait plus que la parité, parce que sa communication nous a touchés. Et ce n'est pas tout. Les expressions comme l'inclusion, comme l'autonomisation et autres, il y a des responsables de ça désormais. Je profite pour dire aux gens qui seront obligés de voir encore ma tête pendant 1 an parce que je suis réélu comme président mondial pendant 1 an. Les gens veulent l'alternance. Vous ne faites pas alternance. Les gens veulent l'alternance, mais j'ai été élu à l'unanimité. Il n'a qu'à venir être candidat. J'ai été élu à l'unanimité des membres. Alors qu'ils viennent pour être candidat. J'ai dit, le prochain congrès aura lieu en novembre, qu'il vienne, qu'il soit candidat. S'il a 10% des voix, je lui donne la présidence mondiale. Bref, les gens n'ont qu'à comprendre. Quand quelqu'un travaille, il faut apprendre à faire autant que lui avant de parler d'alternance. L'alternance pour alternance, des pays l'ont fait, ils en paient les conséquences aujourd'hui. Donc bref, c'est pour dire, ce que moi je cherche, c'est l'alternative. Une autre façon de gouverner en Afrique, une autre façon de gérer les choses, et non les problèmes de personnes. Toi tu vas partir, l'autre doit prendre une chaise. Moi je ne suis pas dans ça. Ce qui m'intéresse, c'est une autre gouvernance qui crée des emplois, une gouvernance qui crée le développement, une gouvernance qui crée une impulsion, qui crée une autonomisation des gens. Vous savez, au Bénin, quelqu'un a eu crédit, 30 000 microcrédits aux plus pauvres. Aujourd'hui, elle est leader, elle a près de 5 000 personnes derrière elle. Tous les hommes politiques viennent la voir pour négocier son soutien aux élections. Voilà, on l'a aidé à quitter rien pour devenir quelqu'un. Il a quitté nobody pour somebody. Il faut ça. Si nous pouvons faire ça, regardez le Rwanda. Le pays le plus dictatorial aujourd'hui en Afrique, c'est le Rwanda. Mais personne ne parle de dictature parce que le développement est là, palpable, tout le monde voit. Il faut que nous puissions privilégier le développement, et quand celui qui est là ne fait pas le développement, on le dégage, on fait le développement. Merci coach Pognon. Pasteur, la main s'est dite. Hein? Oui, merci beaucoup. On a simplement dit amen. Un mot pour Maman Africa. Oui, vraiment, Maman Africa est très heureuse. L'organisation est très heureuse d'avoir pu participer à ce 9e congrès. Oui. Parce qu'en fait, on pourrait se poser la question, que deviendrait le génie africain sans cette impulsion? Ouais. Au contraire, ça va rayonner et puis ça va donner encore plus à Maman Africa cette volonté de dynamiser la population, la diaspora, l'Afrique, et puis travailler vraiment en partenariat, donnant. Et... Ouais. On aura peut-être l'occasion de revenir avec vous sur Maman Africa, sur vos idées. Ce sera donc tout pour cette première partie de New World Forum. Nous allons nous retrouver dans une dizaine de minutes avec Dr Ekwefoley. On parlera du Togo, du Bénin, de la Guinée, du Tchad, de la RDC, tous ces pays africains qui connaissent des soubresauts sociopolitiques aujourd'hui. Qu'est-ce qui agite ces pays francophones? C'est ce que le politologue historien tentera de nous dire tout à l'heure. À tout de suite.